Dans cet épisode des gros mots d'étymotech à la croisée des étymologies animales et végétales, on va partir à la découverte de tout un nuancier étymologique. Orange, rose, pourpre, sépia, derrière ces mots se cachent de véritables paradoxes dignes de celui de l'œuf et de la poule. Un épisode qui s'annonce haut en couleur. Eléa, je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode gros mots d'Étymotech. Étymotech qui s'est largement inspiré de tes travaux, notamment sur 2 épisodes d'Androbat et Orchidée, puisqu'on s'est inspiré de tes travaux sur le blog Le Plantoscope. Mais je pense que tu vas mieux le présenter que moi. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu plus de ce que tu fais ? Oui, donc je m'appelle Eléa Iberlé, je suis médiatrice scientifique indépendante, c'est comme ça que je me définis maintenant, mais j'étais chercheuse avant. Et donc pendant que je faisais de la recherche, j'ai commencé à faire de la vulgarisation, notamment sur les plantes. C'est à ce moment-là que j'ai créé le blog Le Plantoscope pour parler des plantes. Et on s'est rencontrés dans le cadre de Podcast Science, donc ça fait un moment qu'on travaille ensemble sur des podcasts, et c'est une première en vidéo. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il est spécifique sur un thème, les couleurs. Et donc on va essayer de décortiquer tous les aspects liés à la couleur à travers une dissection étymologique de ces mots, afin de trouver aussi peut-être des liens avec nos spécialités. Donc la tienne plutôt la botanique, la mienne plutôt la biologie animale. Mais on va aussi commencer par disséquer le terme de base. Qu'est-ce que ça veut dire, couleur ? D'où ça vient, couleur ? Alors, j'ai fait mes petites recherches, ça vient du latin, color, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on gratte un tout petit peu cette étymologie, on s'aperçoit que couleur, ça veut dire en fait dissimuler, masquer. Et on retrouve d'ailleurs cet aspect-là, cette notion-là, lorsqu'on a des présentations, des expressions, comme par exemple sous couleur de la couleur politique. Et on a vraiment cette notion de masquer quelque chose. Et d'ailleurs, la couleur, initialement, c'était considéré essentiellement à travers l'utilisation de pigments qui couvrent une surface, donc qui dissimulent cette surface. Alors, on va faire ça assez souvent, mais les mots, on les retrouve avec une étymologie latine. Parfois, c'est exactement la même en grec, et parfois, c'est totalement différent. C'est le cas pour couleur, qui se dit en grec chroma. Je sais pas ce que ça t'évoque, toi, chroma ? L'émission de Karim Debache. Épique s'il en est. Moi j'ai adoré cette émission Chroma. Moi personnellement je le retrouve dans des termes que j'utilisais quand j'étais tout petit, donc ça dévoilait un peu mon âge, mais j'utilisais beaucoup le mercurochrome. Les trucs qu'on badigeonnait là comme ça, qui étaient tout rouges sur les petits bobos qu'on avait. On le retrouve dans polychrome et aussi dans chromosome. Chromosome, je sais pas si tu connais l'étymologie. Donc chromos couleur et Ouais. soma ça vient de corps, du coup c'est un corps coloré dans la cellule. C'est ça. Et en fait, quand on utilisait des pigments pour pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur des cellules, on utilisait donc des colorants. Et ces colorants permettaient de révéler certaines parties des cellules. Et justement, les chromosomes, c'était des choses qui accumulaient énormément de colorants, de pigments, et qui étaient très 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 visibles. Et donc c'est pour ça qu'on les a appelés les bâtonnets, les corps colorés. Et après, on a découvert que c'était fait d'ADN, et ça a lancé toute la discipline qu'on connaît bien, la génétique. Du coup tu veux qu'on procède comment ? Est-ce qu'on fait toutes les couleurs dans l'ordre ? Je pense qu'on en a pour 3 heures. Mais... Ouais, non, j'ai pas pensé, parce que j'ai regardé la page Wikipédia de toutes les couleurs qui existent dans le monde. Non, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord commencer par des couleurs principales qu'on utilise tous les jours. Si on s'intéresse un tout petit peu à la manière dont ça a été découvert, les couleurs, enfin en tout cas décrit par les langues, notamment les langues indo-européennes, on peut faire une sorte de constat de la description systématique dans un ordre précis, qu'on soit en Grèce, à Rome, mais aussi dans plein d'autres pays, dans plein d'autres civilisations. Il y a des chercheurs qui ont découvert que ça se faisait un tout petit peu de manière séquentielle, avec tout d'abord les couleurs blanc, noir, donc des couleurs, en tout cas description de ces choses-là, et un peu plus tard, d'autres couleurs qui sont acquises en fonction de la complexité de la civilisation. Donc ça commence par du rouge, et puis après vert, jaune, et puis assez tardivement du bleu. Donc on en parlera, mais il y a des civilisations entières qui ont toute une langue ancienne dans laquelle il n'y a pas le mot bleu. Et je vais commencer par peut-être choquer les gens, mais on va parler tout d'abord de la couleur blanc. Le blanc est-il une couleur ? Non, on se lance pas dans ce débat. Ça vient du germanique, on le retrouve dans blanc, et ça veut dire clair, poli, brillant. Et ce qui est très très bizarre, c'est que cette racine
étymologique, blanc, on va le retrouver dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, comme par exemple dans l'anglais black. Donc, même racine, blanc, black, on a du blanc et du noir, mais ce qui est le plus important ici, c'est l'aspect brillant. Visiblement, c'est lié à une origine pour décrire ce que c'est que le feu, l'incandescence, c'est très très brillant. Et donc, dans la langue française, on s'est plutôt concentré sur ce qu'il y a dans la flamme elle-même, c'est blanc. Et dans les langues germaniques qui ont donné notamment le black, c'était plutôt le résultat de cette incandescence avec le charbon qui est lui aussi brillant. Donc tu es en train de me dire que black, noir en anglais, et blanc, ça a la même racine. La même racine étymologique qui évoque l'éclat, et on le retrouve même dans blond. Donc tout ça, c'est la même racine, et ça a donné quelque chose d'un petit peu particulier, où ça a essaimé dans la langue, mais tout décrit le blanc. Alors en latin, il y avait plusieurs mots pour décrire blanc, et notamment il y en avait un qu'on utilise encore dans plein de mots, c'est albus. Comme Albus Dumbledore Comme et Albus sa Dumbledore. barbe blanche. Exactement. Voilà. Ou je sais pas, moi, il y a d'autres mots dans lesquels on peut trouver albus, album, les albums photos. En fait, album, ça décrit d'abord un cahier, une feuille qui est totalement blanche. On le retrouve aussi dans aube. Dans Alba, le prénom, il y a pas mal de mots où on commence à voir que ça c'est parti un tout petit peu différemment, mais on retrouve l'étymologie, notamment les Alpes. L'albumène, c'est le blanc d'œuf. Il y a aussi l'Albion, qui permet de décrire aussi la Grande-Bretagne, qu'on découvre quand on arrive depuis la Manche, à travers la description des magnifiques falaises de craie très très blanches. Et la maladie, l'albinisme. Quelqu'un qui est albinos, en effet, c'est quelqu'un qui est totalement blanc, la pigmentation complètement disparue. On en reparlera de la pigmentation d'ailleurs quand on va décrire noir. Et un dernier exemple, moi que j'aime bien, mais c'est les elfes. Visiblement, il y aurait probablement un lien entre elfe et albus, le latin. Donc il y a une autre manière en latin de décrire le blanc, qui est différente de albus, c'est candéo, qui veut dire briller. C'était en lien avec les astres, et ça a donné plein d'autres étymologies. Est-ce que c'est la racine qui a donné le nom de Candida albicans, le champignon qui provoque des mycoses ? Ouais, exactement. Et candida, le mot, avec un petit T à la fin, c'est aussi un nom qui est dérivé de ça. On le retrouve dans Candide. Pour Candida spécifiquement, c'est de décrire la toge qui a été blanchie à la craie que portaient ces personnes-là lorsqu'elles passaient devant le forum pour avoir notamment leur citoyenneté. On passe à la couleur noire. Étymologie très très simple, ça vient du latin, c'est Niger, et ça veut dire le noir éclatant, à peu près la même notion qu'il y avait dans le black anglais. Et ça se dit mélas en grec. Et là pareil, on va retrouver l'étymologie de ce mot mélas dans plein de mots qu'on utilise en français. Il y a notamment la mélanine, la fameuse molécule qui donne la couleur aux mélanocytes, les cellules pigmentaires de la couleur. Alors malheureusement, c'est aussi utilisé pour décrire des maladies comme le mélanome. Donc c'est un petit cancer de la peau, hein. On espère que c'est un petit cancer de la peau. Et une autre maladie, ou en tout cas une description de ce qui était considéré comme une maladie par la Grèce antique, la mélancolie, qui est en fait la bile noire qu'on accumulait quand on était mélancolique. D'où l'expression de broyer du noir. Broyer peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce serait marrant si c'était ça l'étymologie. Tout n'est pas noir et blanc dans la vie, donc je te propose qu'on passe à une vraie couleur et qu'on aille faire le bleu, parce que c'est ma couleur préférée et que c'est la plus jolie. Voilà. Si on essaye de retracer l'étymologie du mot bleu, là c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait on retrouve pas une racine exacte. Il y a beaucoup de langues en Europe qui ont cette racine de blue, blavo, biavo, blau en allemand, et le terme blue est probablement dérivé de ces langues germaniques. Par contre, si on s'interroge sur les mots grecs ou les mots latins, on retrouve des racines comme quanos, par exemple, qui a donné le cyan. Et quanos désigne aussi une sorte d'éclat sombre parce que c'est apparenté à caillot de brûlé. Ah ouais, c'est bizarre. Ça a dérivé visiblement. Et donc on retrouve cette notion de sombre, clair, brûlé, pas brûlé, la brillance de la couleur. Si on regarde du côté du latin, on a aussi le mot ceruleus qui là désigne plutôt le ciel, donc qui rappelle la couleur du ciel et le bleu du ciel. Parmi les super nuances de bleu qu'on peut retrouver, on a la couleur indigo. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Je vois pas dans la tête, mais pourquoi pas? Voilà, l'indigo, c'est une couleur dont l'étymologie vient du coup de indicum, qui vient de l'Inde, et Ok. ce mot-là vient lui-même de la racine grecque indikon, qui désignait cette nuance de bleu assez sombre qu'on utilisait pour teindre des tissus. Et cette couleur, elle est produite à base d'une plante qu'on appelle l'indigotier, qui ne pousse pas chez nous. Par contre, on en a un équivalent pour faire une teinture bleue qu'on utilisait en France, qu'on appelle la guède ou le pastel des teinturiers. Et si on se penche un peu sur des teintes de bleu mais qui vont vers d'autres couleurs, par Ok. exemple le bleu gris ou le bleu vert ou le bleu verdâtre, on a un terme en botanique qu'on utilise pour décrire cette couleur spécifique qui s'appelle glauque. Et D'accord. ça vient de la racine grecque ou latine de glaucos ou glaucus. Et donc ça désigne vraiment cet intermédiaire entre le bleu et le gris ou le bleu et le vert, on sait pas trop. Ouais, parce que en gros, glauque, nous, on n'envisage pas que ça veut dire vert bouteille, etc. Toi, tu me dis que c'est plutôt du bleu-gris. Et ce qui est marrant, c'est que je retrouve, moi, glaucus, par contre, pour décrire une petite espèce de mollusque, qui, par contre, est un bleu, mais pétant. On l'appelle le Glaucus atlanticus, ou aussi le dragon des mers bleues, Mm. etc. Donc, on sent qu'ils n'ont pas vraiment choisi la couleur à ce moment-là, quoi. Non, c'est sûr. Et en botanique, ça désigne vraiment une couleur vert un peu bleuté comme ça. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait glauque et qu'on a commencé à parler du vert, je te propose qu'on aille droit dans le vert. Allez, Et le vert, du coup, c'est la couleur la plus importante quand on parle de plantes, donc il y a forcément plein de choses à dire. Et en fait, c'est marrant parce que l'étymologie, elle va vraiment être associée à cet univers des plantes. ok. Si on regarde du côté du latin, on a le terme viridis, qui désignait le vert, mais qui rappelait aussi quelque chose de frais, de jeune, de vigoureux, qui pousse. Je fais une parenthèse du côté de l'anglais, d'ailleurs, le terme green serait apparenté à la notion de grow, donc pousser, la croissance des plantes. Donc ça désigne quelque chose de vigoureux, qui reste vert, qui reste jeune, qui reste frais. Ah, je crois qu'il y a un lien même avec grass. Il y a aussi un lien Grass, avec grow, grass. green. Même, Exactement. Il y a aussi un lien avec le mot virere, quelque chose de florissant, de vigoureux, etc. Donc on retrouve vraiment cette notion de croissance et d'émulation. Et puis en biologie des plantes, c'est plutôt du côté de la racine grecque qu'on va aller s'amuser, puisqu'on a la racine chloros, vert en grec, qui du coup a donné chlorophylle, Oui. par exemple, chloros vert, phylum la feuille, D'accord. donc le pigment vert qui est dans la feuille et qui permet à la plante de faire la photosynthèse, cette réaction chimique qui lui permet de se nourrir à partir d'air ambiant et de soleil. Et on a aussi du coup le chloroplaste, donc le compartiment Ok. dans lequel est stockée la chlorophylle, à l'intérieur de la cellule, et ainsi de suite. Et il y a un rapport même avec l'atome, le chlore, puisque quand c'est sous forme de gaz, il a une couleur qui est verte. Donc on a parlé du vert, on va compenser avec un peu plus d'animal à travers la description du rouge. Ça vient du latin rubeus, ça veut littéralement dire rouge. D'ailleurs, la racine de rouge, on le retrouve dans plein de civilisations, dans plein de langues, et c'est exactement la même. On retrouve dans Red, on en retrouve dans le latin, Rosso, etc. Tout ça, c'est lié à rouge, qui décrit spécifiquement la couleur. Il n'y a pas de surprise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir décliner dans plein d'autres mots. En effet, le latin, ruber, ça a donné d'autres mots qui décrivent des choses apparentées au rouge. On l'a par exemple dans rubis, dans la rubéole, la maladie. On a aussi ça dans rubicon, qui est véritablement le fait de devenir rouge. Et on l'a dans un mot que j'aime beaucoup, c'est rubrique. Rubrique, ça vient du latin rubrica, et en fait, ça décrit non pas une couleur, mais le pigment, c'est une sorte de ocre rouge qu'on utilisait dans notamment, donc c'est du latin ecclésiastique, des livres pour pouvoir désigner certains passages qui étaient écrits dans cette couleur-là, dans ce pigment-là, pour pouvoir dire, voilà, on change de style, la rubrique change. Donc le rouge, ça peut décrire la couleur, mais en fait, il s'avère que comme rubrique, ça peut aussi décrire des pigments. Et il y en a un dont j'aimerais bien parler, qui a un rapport avec la couleur cramoisie. Cramoisie, c'est pas quelque chose qui a un rapport avec le fait d'avoir cramé quelque chose. Non, cramoisie, c'est vraiment une origine étymologique intéressante, animale, puisqu'il s'agit de cochenille. T'as dit que ça avait un rapport à un animal, mais cette cochenille, elle pousse pas n'importe où, elle pousse sur un arbre, le chêne kermès. Du coup, kermès, cramoisie. Et kermès, rien à voir avec la fête à l'école. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai parlé des cochenilles. Donc il y a celles qui ont donné la couleur cramoisie, qu'on connaissait en Europe, mais les cochenilles
sont utilisés pour faire un colorant qu'il y a partout dans les aliments, mais le rouge qu'on peut retrouver dans les bonbons, etc., ça vient de cochenilles écrasées et qui ont donné une couleur qu'on utilise encore à l'heure actuelle. Oui, tout à fait, puisque ce sont des petits insectes du coup qui sont cultivés sur des champs, des cultures de figuier de Barbarie, qu'on appelle aussi le nopal. Rien à voir avec le figuier qui pousse dans le jardin et qui fait des figues. C'est une sorte de cactus, mais comestible. Et en fait, on va cultiver ces insectes à la surface des feuilles de cactus, des feuilles et des tiges de cactus, les gratter, les broyer pour faire ce fameux rouge carmin. Et ce rouge carmin, on le connaît peut-être mieux quand on regarde la description de certains aliments ou de produits cosmétiques, c'est le colorant E120. Exactement. Et c'est un colorant du coup d'origine naturelle et pas d'origine synthétique. D'ailleurs, j'en profite, petit pas de côté. Cochenille, on connaît l'étymologie, et il y a probablement un lien avec Cloporte, épisode des Timothèques à ne pas rater. Et moi je fais un autre pas de côté, mais le colorant rouge E120, c'est un des deux colorants rouges qui vient d'une origine naturelle. L'autre c'est le roucou, je crois que c'est le E160, et du coup c'est ce qui donne la couleur rouge du cheddar, et ça vient d'une plante qui s'appelle le roucouiller. On a bien vu là qu'il y a des animaux qui ont inspiré des couleurs rouges. Est-ce que ça existe aussi chez les plantes? Tu penses bien que oui. D'accord. Exemple tout bête, la rose. Et oui. Si on regarde l'étymologie latine, c'est rosa. La rose, ça a toujours été rosa, et en fait, ça désignait à la fois la fleur, et c'est devenu plus tard la couleur rose, avec la même racine de rose. D'abord la plante, et ensuite la couleur. D'abord la plante, et on a réutilisé cette racine pour désigner la couleur rose, qui correspondait à la majorité des roses. Évidemment, toutes les roses ne sont pas roses, mais c'est une autre histoire. On a la même histoire avec viola, qui désigne du coup la fleur de violette, qui est devenue la racine de la couleur violette. En anglais, on peut trouver la couleur pink, qui désigne une fleur. Okay. La pink flower, c'est une sorte d'œillet, qui est de couleur rose, du coup. Donc c'est pas la même rose, c'est pas la rose, mais ça veut dire rose. Mais ça veut dire rose, et ça vient d'une fleur. Ouais. Ah, okay. On a aussi la même configuration pour orange. Orange, ça a une étymologie un peu plus compliquée, ça vient de l'italien arancio, qui est lui-même dérivé de l'arabe naranga, naranja, et ça vient du persan narang, qui désignait à la fois le fruit, mais qui ensuite a désigné la couleur. Ok. Bah ça c'est incroyable, ça veut dire on sait maintenant que orange c'est d'abord le fruit et ensuite la couleur. Voilà, et on peut aussi faire le parallèle avec le safran, par exemple. Ça vient de l'arabo-persan, et on disait sabafran, qui est devenu safaran, qui est devenu zafar, qui a donné d'ailleurs la couleur asfar, jaune, en arabe. Ok. Et du coup, voilà, la couleur safran, ça vient directement du nom de l'épice. Donc le safran, c'est une épice qu'on utilise en cuisine, mais qui sert aussi de colorant, et ça vient d'une partie centrale d'une plante, un crocus, le crocus sativa qu'on cultive, et du coup, on arrache une partie de cette plante, on la fait sécher, et c'est ça qui donne la poudre qui donne la couleur jaune du safran. Donc l'épice, mais bel et bien une plante à la base, quoi. C'est ça, c'est une plante. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que plus on regarde de plantes et plus on regarde de fleurs, plus on a de nuances de couleurs, puisque le vivant est très créatif en termes de couleurs, et donc on a tout un éventail et tout un nuancier de couleurs dont les noms viennent directement de plantes. Par exemple, la couleur pervenche, c'est pas la même que la couleur lilas, c'est pas la même que la couleur fuchsia, et c'est pas la même que la couleur lavande, et tout ça c'est inspiré directement d'une plante. Oui, il y a même les couleurs genre aubergine, etc. Tout ça c'est rapport aux plantes, et ça a donné le nom des couleurs. Ouais. Alors j'imagine qu'il y a aussi des exemples du côté animal. Premier exemple de couleur, c'est le pourpre. Le pourpre, ça a une racine grecque, qui veut dire purpura. Un peu plus loin, porphyra, c'est le porphyre. Ça décrit un mollusque, une sorte un mollusque avec un énorme coquillage. Hein, et de ce coquillage, on tirait les pigments qui ont donné le nom pourpre. Donc dernier exemple que j'aime bien, c'est le sépia, le fameux filtre photo là qu'on peut utiliser, avec cette coloration bégeâtre, voilà, un peu passée. Le sépia a une origine latine, pareil en grec, qui désigne la sèche. Et plus spécifiquement, l'encre qu'on peut retrouver dans une petite poche à l'intérieur de cet animal, dont on tire le pigment qui est au début très très noir, mais quand on le dilue, ça donne cet aspect brun, gris délavé. Ok.
Mais du coup, tu t'y connais vachement en étymologie, notamment des couleurs. C'est important pour ta discipline, la botanique? Oui, parce que en fait, on se rend compte que le latin et le grec, ça a beau être désuet, mais c'est des langues qui étaient utilisées à l'époque pour décrire et désigner le nom des plantes, et ça, c'est resté. Là, je fais un petit pas de côté pour juste expliquer du coup comment ça fonctionne, la nomenclature scientifique des espèces, Top. comment on nomme une plante. En fait, on a très vite un problème quand on veut décrire toutes les espèces qui existent sur Terre, c'est que si on les nomme dans notre propre langue, on ne peut pas parler à un botaniste d'un autre pays puisqu'on ne va pas utiliser le même mot. Même au sein de notre propre pays, des fois, on a des problèmes à distinguer de quelle plante il s'agit. Ouais. Je vous donne juste un exemple. La rose de Notre-Dame, si on parle de rose, c'est la pivoine, donc rien à voir avec la rose de Jéricho, par exemple, qui est une espèce de sélaginelle, un truc entre la mousse et la fougère, on ne sait pas trop. Rien à voir avec la rose de Noël, et ainsi de suite. Et donc, pour distinguer ces plantes, elles ont des noms scientifiques qui sont Ok. composés en 2 morceaux, le nom du genre et le nom de l'espèce. Ouais. Et avec ce double nom, on peut identifier n'importe quelle espèce de plante, peu importe où on est dans le monde. Voilà. Et c'est en latin. C'est en latin, ou alors quelque chose qui sonne avec du latin, et donc quand on comprend l'étymologie, on a très vite des critères ou des choses qui vont faire appel à une caractéristique de la plante. Je peux donner des exemples. Sinapis alba. Sinapis, c'est le genre de la moutarde, et alba, c'est pour blanc, qui désigne les graines blanches de la plante. On l'a vu. Piper nigrum, le poivre noir, c'est le même mécanisme, on va désigner des parties de plantes, donc les graines en l'occurrence, qui sont noires. Un autre exemple, le rhododendron, qui est une espèce qu'on plante dans les jardins. Dendros, ça veut dire arbre. Ouais. Rhodos, ça veut dire rose, donc c'est l'arbre qui porte des roses, de couleur rose par définition, comme ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Top. On a la sensation que se pencher sur les racines grecques et latines, c'est vraiment désuet, mais en réalité, l'étymologie, ça donne vraiment des outils pour décrire les plantes et décrire le monde, et donc c'est hyper intéressant en botanique et ailleurs de comprendre l'étymologie et les racines des mots pour mieux comprendre les organismes qui sont derrière. Concernant les plantes, il y a un super ouvrage qui est paru l'année dernière aux éditions Biotope, écrit par Michel Chauvet, qui s'appelle Etymologia Botanica, donc l'étymologie botanique. Bon gros pavé quand même, là. Un Hein. bon gros pavé, et il retrace l'étymologie qu'il a retrouvée de tous les noms de genres et d'espèces de la flore française, et pas que d'ailleurs. Donc c'est hyper intéressant si vous voulez creuser le sujet. Moi, je trouve que quand même, malgré l'aspect désuet de l'étymologie, il y a quand même, à mon avis, de fantastiques histoires qu'on peut découvrir sur l'origine des couleurs. On l'a vu, là, on peut décortiquer, découvrir comment les civilisations naissent, comment elles s'approprient le vivant autour d'elles, le monde qui les entoure. Donc je trouve quand même que l'étymologie, c'est hyper important. Bon, bah c'était un super gros mot de notre magnifique série Etymothèque. Je suis hyper content de t'avoir accueilli sur cet épisode. Est-ce que Léa, tu peux... déjà, je te remercie d'être venue. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton actualité ? Oui, merci de m'avoir invité, c'était super sympa. Et si vous voulez continuer à apprendre des trucs sur les plantes, vous pouvez consulter mon blog qui s'appelle leplantoscope.fr. Super blog. Super blog. Et me retrouver aussi dans des épisodes de podcast science en audio où j'ai souvent des chroniques qui tournent autour des plantes, même si les auditeurs commencent à en avoir marre, je crois. Non, certainement pas. Impossible. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Etymothèque. C'était un épisode de gros mots, un tout petit peu des formats longs que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Strange Stuff and Funky Things, mais aussi sur les comptes comme Instagram dans lesquels sont diffusés aussi des épisodes courts. À très bientôt.